Alors bienvenue au premier épisode de ce tout nouveau podcast qui porte le nom de Itinéraire d'un passeur de savon. Alors Itinéraire d'un passeur de savon, foncièrement, c'est mon itinéraire à travers beaucoup d'expériences que j'ai eues à travers beaucoup d'entreprises aussi. La dernière en date étant Savon des Cantons. Je suis le propriétaire de Savon des Cantons. Donc je me considère comme un vieil entrepreneur, ou on va dire un entrepreneur d'expérience. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Joël. Ben merci, c'est un honneur. Hey, premier épisode, c'est quelque chose. Je suis content. Je suis content. C'est un nouveau projet pour toi. T'en as fait plus d'une dizaine. Ouais. Fait que là, c'est ça. Là, moi, je suis content de pouvoir t'aider avec celui-là. Cool. Puis j'ai hâte qu'on en parle. J'ai bien des questions pour toi, le vieil entrepreneur. Alors le but là, en fait, c'est de partager mon expérience, mon itinéraire avec quelqu'un qui est un jeune entrepreneur. Hein. Lui, il a 26 ans, moi j'en ai un peu plus. Hein. Donc c'est sûr que j'ai un itinéraire... Pardon ? Combien de plus ? J'ai dit un peu plus. Hein. 62. OK, ça commence. Donc, en fait, ma façon de manager les entreprises, ma façon de voir les choses, ma façon de réagir par rapport aux événements qui me sont arrivés dans la vie, que ce soit au tout début de ma vie, mes premières décisions qui ont orienté ma vie, changé ma vie, qui m'ont suivi tout au long de ma vie, on va en parler. On va en parler à bâton rompu, toutes les questions qui vont sortir chez lui, il va me les poser, puis moi je vais essayer d'y répondre. La dernière entreprise en date que je suis en train de développer, c'est celle-ci. C'est mon livre, Le Chevalier des Arbres, donc on en parlera un petit peu aussi dans le contexte de management et tout ça, parce que écrire un livre, c'est une entreprise, hein, quand même. Donc ça fait partie de mon itinéraire aussi, et je dirais que mon itinéraire aussi, ce qu'on retrouve dans le livre, ça a été argumenté, ça a été étayé par des expériences que j'ai eues très jeune au début, puis moins jeune à la fin. Donc voilà ce que ça va donner à peu près au niveau du podcast. Donc c'est un bâton rompu, toutes les questions que Joël va avoir au niveau management, au niveau mon style de management, comment je suis arrivé à ça, comment j'ai écrit un livre, comment j'ai monté des entreprises, comment je suis arrivé au Québec, pourquoi, tout ça là, tout ce qui va lui passer par la tête finalement là, je pense qu'il va me challenger avec ça, puis je suis prêt. Ben c'est ça l'objectif, puis mon but c'est d'apprendre aussi là-dedans, là, je pense que tu as un gros bagage en tant qu'entrepreneur, puis ça peut juste être cool de voir comment que tu as passé au travers de toutes ces périodes-là. Je veux dire, moi, ma carrière est très jeune, hein? Très jeune, mais je sais c'est quoi, c'est souvent des problèmes à régler. Puis il n'y a pas une seule façon de gérer ça. Fait que j'ai hâte de voir comment, toi, c'était quoi ton point de vue là-dedans pour te rendre jusqu'à aujourd'hui, écrire un livre sur ton parcours, puis aussi sur ce livre-là là, qui remonte d'histoires pour toi il y a longtemps. Là. Ça, oui. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, pour répondre, pas pour répondre, mais pour argumenter sur ta première chose, c'est sûr que, en fait, quand tu atteins un certain âge, dans n'importe quel métier, tu as développé une expérience. Et l'expérience vient avec l'âge. L'expérience, c'est difficile d'avoir une expérience quand on est jeune. Ah oui, c'est sûr. Et je comprends que tu puisses avoir beaucoup de questions sur le management d'entreprise, surtout que manager une entreprise il y a 30 ans, oui, ça remonte, et manager une entreprise maintenant, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. La façon de manager, la façon d'organiser son marketing, la façon de gérer, les gens ont changé, la mentalité a changé. Donc c'est sûr que les impératifs et les engagements que les nouveaux entrepreneurs ont et auxquels ils doivent faire face maintenant, c'est plus les mêmes que moi j'avais dû faire face à ces enjeux-là il y a peut-être 30 ans. Donc moi je vais juste t'expliquer mon expérience et comment j'ai mis au point une technique de management qui est assez inusitée et qui fait référence à des choses habituellement qu'on ne voit pas dans les écoles de commerce. Moi, j'ai pas de MBA. J'ai fait un tour au HEC une journée, ça m'a pas plu. Pas eu besoin de plus que ça. Non, j'ai trouvé ça trop. Je sais pas, je trouve que c'est trop axé sur la peur. Mm-hmm. Quand j'ai vu ces choses-là, ces gens-là et tout ça, je me suis dit, un entrepreneur, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi, l'entrepreneurship. C'est pas quelque chose qui s'apprend. Tu peux pas devenir entrepreneur parce que tu le décides en faisant une autre école de commerce ou en allant chercher un exact. billet. C'est pas comme être formé, comme devoir développer certaines compétences comme le monde qui deviennent ingénieurs ou qui vont être, je sais pas moi, techniciens ou infirmières. Tu sais, c'est vraiment des corps de métier que tu dois de te former puis pour pouvoir pratiquer ton domaine. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il faut
tu sens que tu es en dedans de toi, là, dans un sens. Exactement. Ah ouais. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Tu l'as ou tu l'as pas. Exact. Ouais. Et c'est pas parce que tu fais une haute école de commerce que tu vas être un bon entrepreneur. Fait que qu'est-ce que tu dirais? Ça, regarde, je vais commencer avec une première question. Dans cette idée, dans ce ordre d'idée-là, là, où est-ce que c'est plus quelque chose qu'on a en soi? OK? Oui. Parce que même moi, ce que dans mon parcours scolaire, moi, contrairement à toi, j'ai pas été rien qu'une journée à l'université. J'ai fini mon bac au complet. C'est sûr, moi, je vivais une pression aussi de mes parents. Tu sais, ma mère, elle mettait une grosse pression à ce que son enfant soit au moins diplômé post-secondaire. Tu sais, c'était pas obligé d'être l'université, là, mais fallait au moins... Elle me disait toujours, tu peux aller chercher ton bac puis décider d'être vidangeur. Tu sais, c'est pas grave. Okay. Mais... Je veux que tu ailles aux études. Mais mettons, moi qui ai étudié, justement, moi, j'étais en administration, en profil entrepreneuriat et management, mais j'avais aussi un profil entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu dirais à n'importe qui considère rentrer là-dedans ou qui est là-dedans actuellement? Ça vaut-tu le coup, selon toi, ou en fait, tu échanges ton temps pour rien, tu sais, ça te sert à rien d'être là? Ou... Ben, la première chose qu'il faut que tu prennes conscience d'une chose, c'est que l'entrepreneurship, monter des entreprises, il faut déjà que tu sois capable de gérer tes peurs, ton anxiété, ouais, ça, c'est pas donné. Ton insécurité. Ouais. Tu sais, tu vas te lever des fois la nuit à 3 heures du matin en pensant à ta trésorerie à court terme. Tu vas penser à ta stratégie marketing que tu as mise au point. Tu peux avoir mis au point ta stratégie marketing pendant 6 mois, puis il peut y avoir n'importe quel événement qui va la changer en 1 heure. La pandémie, par exemple. Ouais, effectivement. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais à un jeune entrepreneur, c'est évalue-toi. Évalue ta capacité à gérer ton anxiété. L'anxiété, faut comprendre que c'est une peur sans nom. Donc ça veut dire on est anxieux, mais on ne sait pas foncièrement pourquoi. Il y a plein de choses qui vont nous amener à devenir anxieux. Donc il faut que tu sois très confiant et que tu connaisses parfaitement ta personnalité face au challenge d'une gestion d'entreprise. Parce que ça, il faut être accroché. Oui, mais on jase. Tu sais, quelqu'un là, qui... Tu sais, parce que ça devient quand même un peu plus une mode, là, se lancer à son compte puis tout ça. Oui. Je pense que ça vient aussi du fait que c'est beaucoup plus accessible qu'avant, là, tu sais, veux pas. Mais mettons, là, quelqu'un qui, pas comme moi, là. Moi, je n'ai lancé des projets, puis je sais ce que ça implique. Ça veut pas dire que j'ai une expérience, un bagage à pu finir, là. Mais quelqu'un qui s'est jamais lancé, qu'il aurait le goût de. Mais tu sais, là, tu lui dis ça, hey, tu sais, pense à l'entrepreneur, tu sais, puis tout ça, mais mettons quelqu'un qui peut pas se projeter là-dedans. Comment qu'il fait comme pour faire ce genre d'introspection-là sur est-ce que je suis capable de jouer avec ça? Est-ce que je suis prêt là-dedans? Tu sais, qu'est-ce que ça me prend pour que je vais bien gérer mon projet? Comment il serait ça, dans le fond? Moi, je te dirais, parle avec des gens d'expérience. OK, ouais. Parce que la première chose, moi, je discute avec des jeunes qui veulent monter des entreprises. Oui, c'est facile. C'est facile de monter une entreprise, très facile. Mais parle avec des gens d'expérience. Parce que la première chose qu'on me dit quand je discute avec un jeune, moi, je veux monter mon entreprise parce que je veux être libre. Tu fais la première grosse erreur. Tu veux être libre de quoi? Je veux dire, tu veux être libre de quoi? Foncièrement. Tu veux être libre? Oui, je veux faire ce que je veux, quand je veux. Je veux la liberté totale, c'est pour ça que je veux monter ma boîte. Bon, rien que ça, là, c'est l'inverse qui va se passer. Exact. Je veux dire, le jour où tu montes ton entreprise, tu as un fil à la patte. Ça veut dire que moi, j'ai une entreprise Savon des Cantons et j'habite sur le site. C'est-à-dire, moi, j'habite à 200 mètres de mon entreprise et je travaille avec ma femme. Le plus dur des challenges pour nous, tous les jours, c'est de faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie de couple, la vie de famille. Parce que tu vas te rendre compte, une entreprise, elle est toujours avec toi, elle est toujours là, dans ta tête, t'es en vacances, t'es n'importe où, elle est toujours là, toujours là, toujours là. C'est une personne que tu as créée qui va être toujours à tes côtés. À ta charge. Et pas toujours avec des éléments positifs. Souvent, il va t'amener dans des peurs, dans de l'anxiété, justement. Donc la peur sans nom, c'est pas justifié, mais tu vas t'apercevoir que la liberté, elle a un prix. Si tu penses que monter une entreprise, c'est le summum de la liberté que tu puisses avoir parce que tu vas te dire j'ai pas de compte à rendre, moi j'aurai pas de patron, ça va être moi le patron. Mais oui, tu vas avoir des comptes à rendre. Ton banquier, ça va être ton patron. Tes clients. Tes clients, ça va être tes patrons. Je veux dire, plein de choses vont être ton loyer, ton propriétaire, tout, n'importe quoi. Tes impôts, ça va être tes patrons. Là, ça veut dire c'est des gens là qui vont être sur ton dos et si tu les respectes pas, ces gens-là, je veux dire que ça va être difficile. Donc, c'est sûr que si vous pensez que monter une entreprise
entreprise, c'est être libre totalement. Non, c'est l'inverse. Deuxièmement, c'est très anxiogène. Très anxiogène. On parlait là tout à l'heure des gens qui ont fait des études, des gens qui ont fait des HEC, qui ont fait des MBA, tout ce que tu veux. Ouais. Si je te prends un exemple, par exemple, de la pandémie. Ces gens-là avaient probablement des plans de trésorerie à court terme sur 3 ans, ils avaient des plans marketing sur 2 ans, ils avaient des stratégies bien établies, avec des chiffres, des tableaux Excel, tout ce que tu veux. Arrive la pandémie. Tout ce qu'ils avaient calculé, ça tombe à l'eau, et puis ça tombe à l'eau tout de suite. Et puis, il n'y a rien à faire pour changer ça. On doit faire face à cet événement et puis réagir vite. Si tu es quelqu'un qui va devoir faire des plans de trésorerie, des plans d'affaires pour essayer de trouver une solution face à ce qui t'arrive, le temps que tu calcules ça, malheureusement, ça sera trop tard. Et puis, tous ces gens qui ont traîné à changer leur stratégie marketing suite à un événement majeur comme la pandémie, la plupart ne sont morts. Donc, Fait que dans cette optique-là, que c'est moins un aspect théorique qui vient guider peut-être, en tout cas pour survivre à long terme, pour toutes sortes d'événements, là, de ce que j'en comprends. Sûrement que dans les opérations quotidiennes, ça peut être bon d'avoir certaines notions de ça pour te guider. Mais si c'est quoi, toi, qui te guide dans le fond, si c'est pas vraiment le papier là, qui te guide, le chiffre? Il faut que tu aies une vision globale qui soit très précise. Je suis d'accord avec toi quand tu dis, je dis pas que c'est pas bon de faire un plan de trésorerie à court terme. Il faut que tu saches quels sont les mouvements monétaires, le cash flow et tout ça, tes fournisseurs et tout. Faut que tu sois organisé. Faut pas que ça soit à broche à foin. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais il faut que dans ta vision globale, suite à un événement, si on recite la pandémie qui était quand même majeure pour des entreprises comme nous, moi je me base sur l'intuition. C'est-à-dire moi je prône le management intuitif. C'est-à-dire que oui, je peux peut-être affiner mon intuition avec des calculs, mais principalement c'est d'abord l'intuition. Qu'est-ce que tu sens? L'événement arrive, qu'est-ce que tu sens? Quels sont tes moyens? C'est elle qui te guide, là. C'est elle qui va te donner le go-to, puis après ça, tu vas peut-être la valider un peu. Je vais te citer un exemple. Savon des Cantons. Uh-huh. J'arrive ici en 2001. 2001, j'étais pas du tout dans la savonnerie. Moi, j'étais ce qu'on appelle un meeting planner, c'est-à-dire que j'organisais des conventions internationales à travers tout le Canada pour des entreprises européennes. OK. Et même pour certaines entreprises canadiennes, je les emmenais. Je faisais des conventions, des missions professionnelles, des voyages de récompense, des choses comme ça. Quand je suis arrivé ici en 2001, mon but c'était pas de monter une savonnerie, c'est que j'avais mis mes bureaux dans une maison ici sur le chemin des Pères. Ici, on avait des chevaux, donc c'était un endroit où on laissait nos chevaux. Et moi, mon entreprise fonctionnait très bien. J'arrivais du Nouveau-Brunswick où j'avais pris 2 années sabbatiques pour écrire ce petit bouquin dont on parlera plus tard. Donc moi, j'étais CT, j'avais ma petite famille, tout allait bien, mes contrats étaient là. Arrive le 11 septembre. Le 11 septembre, personne ne pouvait prévoir ça. Personne. Ils plantent les tours, les terroristes. Qu'est-ce qui se passe à mon niveau? Moi, je pouvais faire voyager 200 à 300 personnes de la même compagnie dans le même avion. Qu'est-ce qui se passe? Les compagnies d'assurance disent, hop là, acte de guerre, là vous arrêtez tout de suite, tous vos contrats sont annulés, sans compensation, parce que c'est ce qu'on appelle un acte de guerre. Donc les actes de guerre ne sont pas compensés par aucune compagnie d'assurance, ni quoi que ce soit, ni aucun contrat. Donc moi, en une nuit, j'ai tout perdu. Et je venais d'arriver. Tout perdu. On a zéro. Donc ça veut dire que quand bien même j'ai élaboré une stratégie marketing pour essayer de ravoir des groupes, c'était foncièrement et impossible d'organiser des groupes techniquement. C'était impossible. Donc j'étais touché, mais tous les hôtels ont été touchés. Les hôtels du Québec sont passés de 80% à 90% de taux de remplissage à 15% en l'espace d'une semaine. Il fallait gérer tout ça. C'est des événements qui chamboulent tout le monde. C'est ça. Donc là, tu vois l'événement, tu te dis, ce que je sais faire, je ne peux plus le faire. Je ne sais pas dans combien de temps je pourrais le refaire. Qu'est-ce que j'ai comme ressources? Qu'est-ce que j'ai? J'ai une terre, j'ai des chevaux, on va pas manger les chevaux, là, mais il faut nourrir les enfants, il faut payer l'hypothèque. Qu'est-ce que je fais? Ma femme, à l'époque, était phytoesthéticologue, c'est-à-dire elle avait un diplôme canadien pour fabriquer des produits cosmétiques végétaux. Et en plus, originaire du sud de la France, elle connaissait la recette du savon de Marseille. Et il y avait un vieux kiosque à légumes au bord du chemin, là, un vieux truc, même pas d'électricité. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? C'était au mois de septembre, si on a l'hiver, on pourrait fabriquer des savons. Tu as la recette, on fait des tests, tu connais la recette du savon de Marseille, on le fait chez nous, on les sèche dans notre four, toute la nourriture coûtait de savon chez nous pendant un bout de temps. Et puis, on va mettre une pancarte au bord du chemin.
puis on va voir ce que ça donne. Bon, on vend du savon de Castille, qui est l'appellation d'origine contrôlée, du savon de Marseille. Donc bon, on ne savait pas ce que ça allait faire, mais bon, on s'est dit on fait ça. Intuitivement, je me suis dit, mais ouais, tiens, c'est une route touristique. Pourquoi pas? J'ai fait une petite analyse de marché pour voir si ça existait déjà. Il existait des savonneries au Nouveau-Brunswick. Au Québec, il n'y en avait pratiquement pas, ou peu. Bon, on s'est lancé. Et c'était que de l'intuition. J'ai pas fait de plan d'affaires, j'ai pas fait de plan de trésorerie, j'ai rien fait. J'ai dit, il y a urgence, il faut qu'on trouve un centre de profit qui va remplacer celui qu'on vient de perdre. Exact. Donc c'est ce qu'on a fait, et Savon des Cantons a commencé comme ça, uniquement sur de l'intuition. Et ça a fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné que j'ai jamais repris mon ancien métier. C'est-à-dire que les gens, il y a une réponse des gens tout de suite. Le produit qu'on avait conçu correspondait à un besoin de la clientèle. On avait une route qui est une route touristique parce qu'elle va aussi à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Il y a plus de 100 000 personnes qui passent là-dessus. Je me suis dit, c'est jouable. Puis on l'a fait uniquement à l'intuition. C'est ça, exact. Oui. Non, ben c'est ça. Moi, je vois... Ce que ça me dit, c'est beaucoup d'intuition, mais c'est vraiment... Ça, c'est une chose que tu peux pas créer chez quelqu'un. C'est comme l'ambition de réussir aussi, puis de pas s'apitoyer, là, un peu. Tu sais, ça aurait été tellement facile que toi, à ce moment-là, vu que tout venait de tomber, tout ce que j'ai construit, puis là, t'abandonnes, tu laisses ça aller, là, tu aurais pu aller trouver une job, tu aurais pu, tu sais, pour être capable de continuer à payer les billes, puis tout ça. Mais cette ambition-là d'un entrepreneur à devoir reconstruire ou repallier le trou, de toujours foncer puis d'essayer de grossir quelque chose, c'est vraiment là, tu sais, pour revenir à ce qu'on dit, que tu peux pas apprendre ça sur un banc d'école. Faut que tu l'ailles. Faut que tu l'ailles. Non, mais par contre, je te rejoins quand tu dis que ça prend un minimum de connaissances. Il faut savoir lire un bilan, il faut savoir concevoir un plan de trésorerie et tout ça. Oui, ça te prend un background quand même qui va appuyer ton intuition. Mais moi, j'ai toujours prôné le management intuitif. Ça veut dire que je me laisse pas gérer par mes peurs. Donc, quand je sens qu'il y a de l'anxiété qui arrive, qui, comme je l'ai dit, c'est une peur sans nom, j'essaye de pas me laisser gérer par elle. La façon pour ne pas me laisser gérer par elle, c'est, et ça je l'ai trouvé relativement tard dans mon processus de management, c'est d'associer au management la méditation. La méditation, donc à un moment donné, je me suis dit, ça prendrait quelque chose qui me permette de contrôler mes pensées, de contrôler mes attaques mentales qui m'emmènent toujours vers les peurs. Si j'ai trouvé un moyen qui me permettait de contrôler ça, ça m'aiderait énormément dans ma façon de manager mon entreprise. Alors, oui, j'ai fait des formations en méditation. Avant chaque décision, je médite. Ça me permet, la méditation, si on résume un peu, ça va être l'espace entre deux pensées qu'on agrandit. Plus tu agrandis ton espace entre deux pensées, ce qui est au milieu, là, c'est ta vraie nature. C'est-à-dire que, en tant qu'entrepreneur, tu joues un rôle. Là, tu es en train de jouer un rôle. Moi, je joue un rôle, toi, tu joues un rôle. C'est-à-dire que tu as une personnalité, j'ai une personnalité. Donc, on est en train de mettre en place nos personnalités. Lui, c'est le jeune entrepreneur, les dents longues. Allez, j'y vais. Moi, je suis le vieil entrepreneur. Moi, j'ai une personnalité, tu as une personnalité. Cette personnalité, elle va être gérée par toute une succession de pensées qui vont arriver pratiquement toutes les 10, 15, 20 secondes. Tu as des pensées qui arrivent, bam, 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 bam. Et puis tu vas réagir en fonction de ta personnalité. Quand tu médites, tu arrives à agrandir cet espace entre deux pensées, et ce qui est au milieu, là, c'est plus ta personnalité. C'est ta propre nature, c'est-à-dire que tu arrives à te connecter avec ta vraie nature. C'est-à-dire que ce n'est plus un processus mental continu qui va essayer d'orienter, et toujours le processus mental, et aller savoir pourquoi, j'en sais rien, mais il est toujours axé sur la peur. C'est-à-dire que c'est soit la peur, combiné à l'envie ou à l'inverse d'une envie. C'est-à-dire que j'ai envie de ça ou j'ai pas envie de ça. J'ai envie de réussir, mais j'ai pas envie de rater ma vie. C'est envie ou aversion. C'est très binaire. Très binaire. Je monte une entreprise, je veux réussir. Je veux réussir, puis je veux avoir la liberté mais je veux pas non plus avoir des problèmes financiers, je veux pas non plus avoir des problèmes avec mon personnel, je veux avoir beaucoup de vacances, je veux pas être pris tout le temps, donc c'est envie, aversion, peur. Ça, c'est le mental. Quand tu médites, t'écartes tout ça. Tu te reconnectes toi-même, ta vraie nature, et tu vas t'apercevoir que ta vraie nature, elle est beaucoup plus claire. Elle est beaucoup plus... Sensée, rationnelle. Je dis, oui, c'est-à-dire que il n'y a rien qui va influencer le processus décisionnel de ta vraie nature. Elle va regarder les faits, et ces faits, elle va les analyser d'une manière
très, très neutre, c'est-à-dire sans réagir. Pas d'émotion en Non, jeu. elle va observer les faits. Tu vas apprendre à observer, en fait. Tu observes, tu dis, OK, il y a une pandémie, d'accord. Est-ce que je peux changer cette pandémie? Non. Est-ce que je peux continuer à faire ce que je faisais? Non. Est-ce que je vais perdre mon entreprise? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, il faut que toi, vis-à-vis de ça, tu puisses, à un moment donné, écarter le côté mental pour te rapprocher de ta vraie nature et tu vas t'apercevoir le fait que tu ne penses pas. Quand tu penses pas, tu t'aperçois que tu as déjà un bien-être intérieur qui est génial. Ah ouais? C'est-à-dire que tu te sens, waouh, tu te sens connecté à tout. Tu te sens prêt à observer les choses sans y réagir parce que la réaction, en fait, ça va te donner une sensation qui va être bonne ou mauvaise. Si la sensation, elle est bonne, super, mais n'y attache pas d'importance parce qu'elle est éphémère. Si tu te dis, ouais, ma boîte, elle marche super bien, ok, super, mais n'y attache pas d'importance, c'est éphémère. Ta boîte, demain, il peut y avoir une autre pandémie, une autre guerre, une autre chose qui va faire que ta boîte, ça va être plus difficile de la gérer. Okay. Tu vois? Donc, quand tu médites, ben, tu te rapproches justement d'un processus décisionnel qui est très clair, qui n'est pas axé sur la peur, qui te permet d'observer les choses sans réagir. D'ailleurs, si on parle de réaction, ça m'amène à la troisième chose. Mais avant de commencer un autre élément, parce que moi j'ai une question pour toi. Vas-y. À quelle fréquence, comment ça fonctionne ça? Est-ce que c'est, comme là tu me dis que tu médites avant de prendre des décisions peut-être un petit peu plus importantes, mais tu fais-tu des genres de retraite? Tu fais-tu comment ça fonctionne? À quelle fréquence? C'est comment que tu arrives dans ce milieu-là, dans le fond, pour... Ce qui a marché pour toi, bref, mettons. Là. Ben, moi, en fait, ça a été... j'y connais rien en méditation, j'y connaissais rien, en fait. Et un peu par hasard, j'ai découvert que... Au Québec, à Montebello, il y a un centre Vipassana. Vipassana, alors premièrement, c'est très bouddhiste, ça veut dire qu'il n'y a pas de notion d'argent là-dedans. Tu donnes ce que tu peux donner, eux-mêmes tu peux donner ton temps là-bas, et c'est des sessions de 10 jours de méditation intensive où on t'apprend de A à Z à méditer. 10 jours, enfin quand même, une semaine et demie. 10 jours. C'est très bouddhiste, hein. Ça veut dire qu'il faut te rendre compte que ça va pas être facile. C'est pas 10 jours de vacances, c'est pas 10 jours de repos, c'est 10 jours de travail sur toi-même. C'est-à-dire, on va t'ouvrir le cerveau, on va te sortir toute la merde qu'il y a dedans, puis après, on va le fermer. Puis on va te laisser aller dans la société avec des outils qui sont totalement nouveaux pour toi et qui fonctionnent. Moi, les choses qui fonctionnent pas, je les skip. J'aime pas ça. Moi, si j'ai besoin de faire ma propre expérience, je ne me fie jamais à l'expérience des autres. Surtout les jeunes. Un jeune ne peut pas avoir de l'expérience, il est jeune. L'expérience, ça vient avec la vie. C'est bon. Donc là, je me suis dit, je suis prêt à jouer le jeu, je suis prêt à essayer, j'y vais pendant 10 jours, je me suis fait la promesse, donc voilà, attention, pendant 10 jours, tu parles pas. Hein. Tu n'échanges aucun mot avec personne. Tu ne parles pas du tout pendant 10 jours? Du tout. Pendant 10 jours, tu ne prononces pas un mot. Tu n'as aucun contact visuel direct avec personne. Les femmes et les hommes sont séparés. Tu commences ta première méditation à 4h30 du matin et tu termines le soir vers 9h. Okay? Donc, et tu manges végétalien. C'est-à-dire que... Tu manges végétalien et je pensais que j'allais avoir faim. Pas du tout. Tu n'as même pas faim. Il faut dire que tu médites, puis tu te bats un petit peu avec toi-même, hein, parce que ton mental et lui, il comprend que, oh waouh, il est en train de trouver une solution pour me contrôler, moi, le mental, alors que moi, rien qu'avec la peur, j'arrive à le contrôler. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de trouver un moyen pour me contrôler et que je ne sois plus son ennemi, mais que le mental devienne son ami, voire même son associé. Et pendant 10 jours, tu dis pas un mot, bon, je vais pas te faire tout le détail, mais quand tu sors de là, ta vision est extrêmement claire. Ta vision du monde, ta vision de ton entreprise, ta vision de ton couple, ta vision de... Tout est clair. C'est clair. Tu fais partie d'un tout. Tu as réussi à calmer un petit peu cette espèce de ouistiti dans le cerveau qui arrête pas de sauter sur un arbre partout là. Et premièrement, c'est un challenge de faire ces 10 jours-là, mais quand tu sors de là, moi, les gens, quand en fait le 9e jour à la fin, tu peux recommencer à parler. Les gens, ils ont des sourires. Tu les regardes, ils ont les yeux sont clairs. Les gens, ils ont les yeux clairs, ils ont le teint clair, ils ont des sourires, ils disent c'est un voyage extraordinaire, et pourtant c'est un voyage intérieur. Donc moi, j'ai décidé comme j'y connaissais rien, j'ai fait c'est pas une formation, ça plus une retraite de 10 jours à Vipassana près de Montebello. Montebello que je connaissais bien parce que je faisais plein de groupes là-bas avant au château avec mon entreprise, donc tiens, je revenais un petit peu sur mes origines. Et ça m'a tellement amené
d'éléments positifs, notamment dans la gestion de mon entreprise, que j'y suis retourné 5 fois. J'ai fait 5 fois depuis... La première fois, je l'ai fait en 2012. OK, fait que tu fais un passage... Personnellement, j'étais pas très bien parce que je venais de divorcer, sur un plan plus personnel, et mentalement, j'étais pas équilibré, je me trouvais pas équilibré, et je cherchais quelque chose qui m'équilibrait. Moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, et... T'as fait quoi comme arts martiaux? Beaucoup de judo. J'ai commencé le judo à 5 ans et demi, mais les arts martiaux, le plus que j'ai fait, c'est judo aikido. Aikido, OK. Et je m'étais dit, je vais me trouver un monastère au Japon où je vais passer un mois là-bas à faire du aikido ou du judo et puis à méditer. Mais en fait, j'ai jamais trouvé. Mais là, à Montebello, je l'ai trouvé. Donc j'y suis retourné 5 fois. Et le truc ensuite, c'est bien de faire cette retraite-là, mais il faut ensuite l'adapter à ta vie moderne, professionnelle. C'est-à-dire qu'une retraite bouddhiste, ça reste une retraite bouddhiste. C'est-à-dire tu vis la vie d'un moine exactement comme un moine bouddhiste dans n'importe quel monastère du monde entier. Par contre, c'est une vie de moine. Donc les moines ont très peu de contraintes, très très peu. Quand tu reviens dans la vie, dans la vraie vie, on va dire, là, les contraintes, elles te retombent dessus, mais tu vas les aborder différemment. Le challenge, c'est d'adapter la méditation à ta vie. Donc il faut que tu aies la rigueur de méditer tous les jours. Et la rigueur, avant de prendre une grande décision, donne-toi le temps de prendre au moins 15 minutes de méditation, isole-toi. Tu as une décision à prendre, isole-toi, médite. Moi, je médite assis, j'ai un petit banc comme ça, sur lequel je suis à genoux, là, puis je me tiens droit, je ferme les yeux, je me prends 15 minutes, puis après, j'y pense pas. Tu ne penses pas à la question à laquelle tu tentes... Non, justement, le truc, c'est pas d'y penser. Ouais, c'est exact. C'est-à-dire, tu médites pendant 15 minutes, c'est-à-dire tu élargis l'espace entre deux pensées, puis 15 minutes après, tu reprends ton problème. Tu vas voir que tu vas l'aborder d'une manière totalement différente. De manière plus posée, plus claire. Tu n'auras pas les peurs qui vont être là. Tu sais que tu vas contrôler tes sensations. Tu ne vas pas réagir au niveau de l'envie ni de l'aversion. Donc tu sais très bien comment ça se passe. Tu as une vision globale de comment tu vas manager la gestion du problème que tu viens d'avoir parce que tu as médité avant. Moi, j'ai beaucoup d'arts martiaux. J'ai commencé le judo à 5 ans et demi, mais j'ai passé ma ceinture noire. J'avais 54 ans. Ici, au Québec. Et j'avais un partenaire qui était un policier, puis donc il y a beaucoup de choses à faire pour la ceinture noire de judo, et puis on s'est entraîné pendant 1 an, pratiquement 4 fois par semaine, c'était difficile, mais on était prêts, mais je l'ai amené à méditer. Je dis, à chaque fois, on faisait des compétitions de kata, parce que c'était plus de notre âge, donc c'est très technique, et je lui dis, tu sais, on a tellement travaillé, on est tellement prêts, ça fait 1 an qu'on se prépare, on les connaît, nos katas. On le connaît sur le bout des doigts, ou des doigts de pied, comme tu veux. Ah oui, okay. Non, j'en ai fait, je connais ça. Là. Il y a des positions, surtout en aikido, c'est des positions. Oui, pareil, donc on connaît ça, donc c'est pas la question de savoir est-ce qu'on le connaît ou on le connaît pas, on le maîtrise. La seule chose qui nous ferait faire une erreur devant un juge, c'est notre mental, qui va nous dire attends, tu vas oublier le 3e mouvement, la chute là, elle est plus difficile, tu vas peut-être pas l'apprendre. Non. Donc 15 minutes avant qu'on vienne faire notre présentation devant les juges, on s'est mis tous les deux dans une salle, puis je lui avais appris le premier méditation Vipassana qui est Anapana, c'est-à-dire c'est juste une question de respiration pour dégager tout ton mental, puis te focusser sur ce que tu as à faire. Et quand on est arrivé pour présenter notre kata, notre tête était vide. C'est-à-dire que c'est la technique qui est sortie, naturellement. Et on a été médaille d'argent. On a été médaille d'argent au Québec en compétition de kata. Et on a été jugé par une dame japonaise qui nous a félicités parce qu'il était bien présenté. Et ça fait partie. Et je peux te dire que la méditation a participé à ce succès-là. Exact, il y a une énorme préparation avant. Et bien ça, si tu fais un parallèle avec une entreprise, tu as une énorme préparation avant, technique, organisationnelle, tout ce que tu veux. Mais pour en profiter pleinement, médite. Parce qu'il n'y a rien qui pourra aliéner et empêcher ce que tu as mis en place à cause des peurs, de l'aversion, de l'envie, la non-observation, la réaction,
presque physique par rapport à ce qui va se passer. Non, tu vas être capable d'observer, d'être calme face à l'événement, mettre en place tout ce que tu as fait, et tu vas être beaucoup plus posé et confiant. Donc, posé, confiant, moins d'anxiété, tu es entrepreneur, tu gères ton anxiété, c'est la clé du succès. C'est comme ça que ça marche. C'est ça, c'est le moyen vraiment que tu as trouvé. Moi, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est vraiment, ça me ramène à... Tu sais, faut que tu restes rationnel dans ta prise de décision, puis pour être rationnel, puis pas laisser les émotions envahir ta prise de décision. La méditation, la première fois que tu as touché à ça, puis que tu as adopté ça, c'est vraiment là que tu as pu avoir les idées claires, puis que justement, tu y allais aux faits. C'est les faits qui te guidaient. Tu as dit un mot qui est très juste, c'est le mot émotion. Je veux dire, face à quelque chose qui t'arrive, tu as une sensation qui peut être bonne ou mauvaise, qui va se transformer en émotion. Quand tu médites, justement, tu évites d'aller jusqu'à l'émotion. C'est-à-dire que tu vas avoir la sensation, mais tu vas l'observer sans réagir. Donc, sans développer aucune émotion. Et c'est là que ton côté rationnel, il va être le meilleur. Parce qu'il n'y a pas d'émotion. C'est simplement l'observation de l'événement avec lequel tu vas prendre une décision sans être orienté par la peur ou par n'importe quoi d'autre. Tu vas le faire parce que tu fais confiance à ton intuition, tu t'es connecté à toi-même, et ça fonctionne. Moi, je peux vous dire, je vous parle d'expérience personnelle. C'est-à-dire, moi, je ne prends pas l'expérience d'un autre que je copie. Ce n'est pas un livre que j'ai lu. Non, j'y suis allé. Je me suis assis pendant 10 jours. J'ai fait 100 heures de méditation pratiquement en 10 jours. J'ai eu mal, ça a été difficile. J'en ai chié. Je veux dire, c'est pas facile de rester 10 jours à méditer. Mais le jeu en vaut largement la chandelle, parce qu'après, quand tu mets ça dans ta vie de tous les jours... Quand tu l'appliques, là... Puis quand je dis la vie de tous les jours, je ne parle pas uniquement dans le cadre de quelqu'un qui est entrepreneur. Entrepreneur, ce n'est pas la panacée. C'est pas parce que tu n'es pas entrepreneur que tu es mauvais. Je veux dire, il y a des très bons entrepreneurs et des très bons employés. Employé, c'est aussi une situation qui est super enviable. Je veux dire, quand tu rentres chez toi... c'est ça. Faut pas confondre que si tu n'es pas un entrepreneur dans la vie, c'est que t'es rien. Non, vraiment pas. Non. Un employé, t'as une mentalité pour être employé, c'est génial. Exact. Prends-la. Mais la méditation va t'aider aussi. Exact. C'est ça. Je pense que parfois, par contre, les gens voient un peu, c'est ça, le côté entrepreneur comme le monde de licorne rose, que c'est beau, c'est incroyable. Oui. Fait que là, d'être un employé, c'est quasiment comme d'être une sous-catégorie rendue là. Puis là, tout le monde a envie d'être entrepreneur, mais la réalité, c'est ça. C'est que même moi, depuis que je me suis lancé à mon compte, puis que, tu sais, je vis de mon entreprise, c'est pas des projets que j'ai lancés pour prendre d'expérience, là, par exemple. Là. J'ai jamais... Tu sais, mes amis, ils me disent tout le temps à blague comme « Hey, toi, tu travailles pas. Ouais. » Ils me picassent parce que moi, un mardi, je peux être en train de faire mon épicerie à 11h, je peux être en train de m'entraîner à 1h de l'après-midi puis tout ça, mais la réalité, c'est ça, c'est que moi, quand il est 7h le soir puis je suis assis pour regarder le match des Canadiens de Montréal, là, ben, j'ai peut-être 3 appels qui rentrent de mes clients. J'ai peut-être 14 dossiers que j'ai pas réglés pendant la journée. Ma to-do list est longue de même, de trucs que je sais même pas par où commencer pour les régler. Je me couche là, à 10h30 le soir, ma blonde, elle voudrait rien que je me couche avec, qu'on prenne ça relax. Ben, tu sais, là, faut que tu t'en trouves une qui vit bien avec ça. Parce que toi, tu seras pas comme ça. Si t'es gentil, tu vas passer 15 minutes de temps avec elle pour qu'elle s'endorme, puis après ça, tu repasses tes trucs. Fait que ça, c'est la réalité. Fait que c'est pas tout le temps beau non plus, là. Hein? D'où, n'importe quel... tu sais, la vie, il faut comprendre que c'est pas une partie de plaisir. Hein. Comme disait quelqu'un, la vie, c'est une rose. Hein. Il y a des fleurs, mais il y a aussi des épines. Hein. Donc, il faut que tu acceptes autant la fleur que les épines. Ça vient avec. Tu te dis, moi, je veux juste la fleur, non, ça va pas marcher. Il faut que tu sois parfaitement conscient de ce que tu fais. Et c'est vrai que... la méditation, à ce niveau-là, la méditation va développer ton intuition aussi. Quand je te dis management intuitif, c'est très lié à la méditation. C'est-à-dire que je vais prendre le côté management pur, lié mais intuitif. La méditation va être l'outil qui va développer ça. Ensuite, il y a d'autres outils qui vont rentrer en ligne de compte. Moi, les arts martiaux et mon côté, ce que j'ai appris à l'armée, mon passage à l'armée, m'ont donné une façon de gérer, puis une façon d'organiser, puis d'appréhender aussi ce qui m'arrive, assez militaire, assez martial. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de ma façon de gérer une entreprise. Donc moi, la première chose, si j'étais à ta place, j'irais passer 10 jours à Vipassana.
je me ferai la promesse de dire, bon, ça te plaît pas, mais au moins tu auras essayé. Mais admettons que tu sors de là, tu te dis, hey, comment j'ai fait pour travailler, ça change une vie. Je fais le parallèle avec la religion. Tu sais, la religion, moi je me considère athée, c'est-à-dire, ou agnostique, c'est-à-dire que... Je connais le terme athée, mais pas agnostique. Agnostique, ça veut dire, je crois à quelque chose, mais je lui donne pas de nom. Ok, moi je vais pas te dire, il y a un Dieu ou un truc comme ça, Jésus, tout ça, non. Non, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer parce qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Puis un jour, on arrivera à expliquer certaines choses parce qu'on utilisera peut-être 15%. Mais suivre l'expérience d'un autre, moi, ça n'a jamais été mon truc. Moi, on me dit, il faut que tu lises la Bible et les 10 commandements, là, parce que... Mais je dis, c'est qui, lui, Jésus? C'est qui, lui, Abraham? Et tout ça, là. Je veux dire, oui, ok, mais c'est leur expérience à eux. Ça a été leur vie à eux. Puis on me demande, moi, de copier leur vie et d'agir comme eux ont décidé de le faire. Ouais. C'est-tu un verre d'eau? Ouais. Hein? C'est-tu un verre d'eau? Ouais. Ouais, c'est là d'aller chercher ça. On peut couper. Donc, pour résumer, le management intuitif, moi, il y a 4 choses qui me motivent, mais qui me dirigent dans la vie. C'est que, donc, je me fie beaucoup sur mon intuition, très axé aussi, appuyé par la méditation, appuyé par des lectures philosophiques. J'aime bien lire les philosophes grecs et puis romains. Pour résumer, moi, je suis pas prêt à suivre l'expérience d'un autre. Quand bien même il s'appelle Jésus, Dieu, Mahomet, ce que tu veux, là, c'est reste l'expérience d'un autre qu'on veut t'obliger finalement à suivre. À appliquer dans la tienne. À appliquer, puis même au-delà de la raison pure. C'est-à-dire que même des fois, ça te paraît complètement absurde, ce qu'on veut te faire croire, mais bon, on te demande de le croire. Moi, j'embarque pas là-dedans. J'arrive pas. Autant que certains concepts, si tu les appliques dans ta vie, vont peut-être t'aider, oui, mais c'est comme, peut-être ça s'appliquera pas à ta réalité à toi. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu aies comme une intuition dans les culottes que tu te réveilles à chaque matin. Là. Ben, totalement. Si tu es heureux, si tu trouves le bonheur à être très croyant, très pratiquant, ben continue. Ouais, je vais pas te dire arrête ça. Non, c'est bien. Si ça te convient, vas-y. Chaque personne est là pour trouver quelque chose et une façon de faire qui lui convienne. Or moi, ça me convient pas. Moi, je préfère chercher et trouver les choses avec ma propre expérience. Et le fait de méditer, c'est-à-dire, c'est pas l'expérience d'un autre. C'est c'est Bouddha là. Bouddha, c'était un mec normal. C'est pas un dieu. Hein. C'est pas le bouddhisme finalement. C'est pas une religion. C'est un mec qui était là comme toi et moi, qui a mis au point une technique et qui a dit bah tiens ça marche, je vais l'enseigner à des gens. Ah, les gens sont aperçus que ça marchait, puis ça s'est développé. Exact. Il y a eu le zen après, des choses comme ça. Donc c'est à peu près la même chose. Et je me suis dit ben tiens moi oui c'est bien ce qu'il dit, ben je vais le tester. Je me suis dit tiens 10 jours au lieu d'aller 10 jours dans le sud en vacances, je dis bah je vais tester, je vais voir. On m'en parle, bon je teste. J'ai testé puis à la fin de là je me suis dit comment j'ai pu vivre jusqu'à maintenant sans avoir médité. Et c'est ça. C'est ça le truc. Moi, je préfère faire mes propres expériences au même titre que je n'ai pas voulu et j'avais pas la mentalité de faire des études longues, que ce soit MBA, que ce soit HEC, des bacs, des choses comme ça. J'étais pas là-dedans, j'étais dans l'expérience tout de suite. C'est pour ça, moi, je me suis tout de suite, à 18 ans, engagé dans l'armée parce que l'école, ça me convenait pas. Ça me prenait quelque chose qui soit plus précis, qui soit appliqué. Et j'utilise encore mon court passage dans l'armée. J'ai fait qu'1 an, mais ça m'a donné une façon de fonctionner qui m'a servi dans toutes mes entreprises. Donc c'est ça le truc. Donc en fait, la méditation, ça a été une expérience personnelle que j'ai vécue et que j'ai appréciée et que j'utilise maintenant tous les jours, dans ma façon de manager, dans ma façon de vivre, dans ma façon de discuter avec les gens, d'appréhender tout ce qui se passe dans ma vie. J'essaie de le passer à travers le filtre de la méditation. Le seul truc, c'est qu'il faut être constant. Et là, le mental va tout trouver pour que tu n'aies pas cette constance de méditer au moins une demi-heure, mais si possible 1 heure par jour. Il va te trouver plein de trucs. Il y a un match du Canadien. Ah, c'était mon temps de méditation. Je fais quoi? Je regarde le match ou je médite? Je regarde le match. Bon, je le ferai demain matin. Demain matin, je me lèverai 1 heure plus tôt. Ah, mais non, j'ai pas envie de me lever 1 heure plus tôt. Donc, le mental va tout faire pour t'empêcher de méditer. Parce que lui, il sait très bien que si tu médites, waouh, tu te rapproches de ta vraie nature. Et lui, ta vraie nature, il n'a pas foncièrement envie de la rencontrer tout de suite. Il faut l'apprivoiser, tu vois. Ça prend du temps. Et voilà, c'est ça mon expérience à moi. Je me laisse comment dans un horaire chargé, là, on n'arrête pas de le dire, tu as toujours des comptes à régler, des dus quand tu es en business. Comment tu finis par réussir à ajouter à ça, à ton horaire, une genre de demi-heure à devoir sortir,
méditer, tu sais, parce que ça paraît pas, mais prendre le temps d'aller faire ça, ça bouche un trou dans une journée. Hein. Écoute, 1 heure de méditation par jour, tu sais, regarde le nombre d'heures que tu passes à regarder la télé ou à scroller sur ton téléphone, ou à regarder des conneries sur ta tablette et des choses comme ça. Calcule le nombre d'heures. Je disais hier là qu'il y avait un monsieur qui disait maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a 3h47 de plus d'espérance de vie par jour, les humains. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de notre évolution, on a 3h47 de plus de temps de vie par jour par rapport aux hommes qui étaient avant nous. Ces 3h47, le problème, c'est que ça correspond exactement au temps que les gens passent devant leur téléphone, leur tablette ou leur télévision. Autrement dit, t'as allongé ton espérance de vie pour regarder des conneries. C'est vraiment idiot, hein. C'est vraiment idiot. Prends simplement, ne serait-ce qu'une demi-heure, sur ton temps où tu scrolles, où tu regardes la télé ou des choses comme ça. Prends simplement une demi-heure, puis transforme-le en une demi-heure de méditation, rien qu'une demi-heure, mais tous les jours. Tu te lèves une demi-heure avant, tu te couches une demi-heure après et tout ça, une demi-heure. On te demande pas 3 heures, une demi-heure. Tu vas voir que ça va changer ta vie, hein, complètement. Complètement. Puis quand tu regardes des choses sur ton téléphone, quand tu scrolles TikTok et tout ça, là, tu regardes je veux dire, le niveau de bêtise qu'il y a là-dedans, il atteint un niveau qui je veux dire, l'humanité n'a jamais vécu autant de bêtises que ce qui se dit sur l'Internet. Il y a des bonnes choses, mais la plupart des choses, quand tu scrolles, tu te aperçois que, waouh, je veux dire, ça vole pas haut. Alors, non, alors que si tu prends une partie de ce temps-là et que tu le transformes pour toi-même, pour développer ta propre expérience personnelle et t'équilibrer, puis avancer dans la vie avec un outil qui est efficace, parce que on te demande pas de croire n'importe quoi, on te demande, c'est physique, on te le fait, on t'apprend. Après, à toi de tirer tes conclusions, puis tu verras comment tu te sens en méditant une demi-heure par rapport au fait de ne pas méditer. Tu vas voir que c'est totalement différent. C'est ça. Fait que tu penses que, mettons, la personne en général moyenne, là, peu importe qu'est-ce qu'elle fait en soi, elle a toujours le moyen de faire du temps si elle verrait la nécessité, elle est capable de le faire. Bien sûr. OK. Bien sûr. Coupe sur tes médias sociaux, coupe sur tes réseaux, coupe sur TikTok, sur Facebook, sur ce que tu veux, coupe là-dessus, là. Puis prends-toi une demi-heure. Elle t'appartient, celle-là, elle est à toi. Et elle est que à toi. Moi, dans mon bureau, en bas, dans la maison, je me suis fait une petite cellule de méditation. C'est à moi. Quand je suis là, puis même quand je passe devant, je sens que c'est calme. Je suis pas là, mais je sens que, je ne sais pas, il y a une vibration, c'est calme. Puis quand je me mets là, puis je médite. Okay. Puis je me mets pas d'heure. Moi, je me dis, si ça marche 20 minutes, bon, je me pousse pas plus. Mais des fois, je suis 1h30, 2 heures là, et j'ai l'impression d'avoir passé juste une demi-heure. Ça fait 2 heures que je suis là. Okay. Ma femme me le dit, quand je sors de ma petite cellule de méditation de mon bureau, elle me dit, t'es calme, t'es posé, waouh, j'aime pas utiliser le terme zen parce que c'est galvaudé, mais t'es toi-même, quoi, c'est toi, t'es connecté avec toi-même, t'as l'impression d'être connecté avec la table, d'être connecté avec tout, tu comprends tout, là. T'as posé sur le piton reset, c'est ça, c'est voilà. Comme de... Ouais. Okay. Ouais. Puis sinon, moi j'aurais une autre question, là. Ouais. Parce qu'on a effleuré un peu ce sujet tantôt, mais je pense que ça s'applique même aux entrepreneurs qui se sont déjà lancés. Tu sais, je me vois moi. Tu sais, moi, mettons, là, moi, j'ai lancé une entreprise, tu sais, qui m'a amené à tel endroit, mais c'est sûr que quand, mettons, j'ai du monde qui vient me parler de me lancer, tu sais, moi, c'est une entreprise de service. Tu sais, puis lancer ça, c'était beaucoup moins... je vivais beaucoup moins de risques. Hein. Tu sais, quand tu lances une entreprise de service, t'as pas besoin de mettre autant en jeu, en tout cas, du moins financièrement, en jeu que quand tu pars une entreprise de produits. Je pense à, mettons, Savon des Cantons, bon, ben là, ça va prendre... des stocks, Ah, c'est ça, ça prend les stocks, il faut tes stocks, les stocks. Faut probablement, tu sais, à moins que tu commences en faisant tes trucs toi-même, mais il va falloir que tu aies une main-d'œuvre aussi là-dedans, il va falloir que tu aies un endroit de la machinerie, des trucs pour ça. Fait que là, c'est différent qu'une entreprise de service. Bon, ben, où je pense, mettons, à quelqu'un qui s'est jamais lancé en affaires, OK, qui voudrait. Tout ça. Comment que tu lui dirais go fonce? C'est quoi que tu as comme exemple, toi, dans ta vie, que tu as fait, que tu sentais que tu étais comme peut-être aucunement équipé pour faire ça? Zéro puis une barre, mais tu t'es dit, il faut que je le fasse. C'est comment que tu principalement, je dirais que ça, c'est une de mes entreprises, le livre, Le Chevalier des Arbres. C'est un peu, je dis pas bizarre, mais les événements se sont enchaînés pour me permettre d'écrire ce livre. C'est-à-dire, j'habitais en Colombie-Britannique et j'ai eu un souci avec une entreprise, avec quelqu'un qui n'était pas un escroc, hein, finalement. Puis on a tout perdu en Colombie-Britannique, mais on a tout regagné après.
parce que j'ai fait un gros groupe et puis on a récupéré tout ce qu'on avait perdu. Et je me suis dit, là, OK, c'était une période très difficile. Donc on a déménagé au Nouveau-Brunswick, on a acheté une toute petite ferme. Pourquoi au Nouveau-Brunswick? Parce que c'est tout ce qu'on pouvait se payer, c'était beaucoup moins cher qu'ailleurs. Donc, toute petite ferme au Nouveau-Brunswick, ça coûtait pas grand-chose. Et là, j'avais dit à ma femme, écoute, on va se laquer un petit bout de temps, au moins 1 ou 2 ans, parce que là, c'était difficile. Mais on s'en est sorti, on a pris les bonnes décisions, on s'est fié à notre intuition, ça a fonctionné. On a pu s'acheter une petite ferme, puis on peut vivre peut-être 1 an, peut-être un peu plus, si on serre un peu la ceinture. Qu'est-ce qu'on fait? Et la première question, la première réponse qui m'est apparue intuitivement, c'est rien. Donne-toi l'opportunité et prends le risque de rien faire. Puis ça, c'est quelque chose. Honnêtement, de vouloir rien faire quand tu es habitué, ton cerveau roule 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est fou, là. Il y a peut-être des gens qui se disent « Ah, ben oui, rien faire. » Les gens courent après ça. Parfois, on dirait rien vouloir faire. Moi, être en vacances, Mais c'est pas évident, là, quand tu pars, que tu as comme ton bébé, que tu construis tes projets, puis tout ça, puis là, de dire « On fait rien. » Oui, je dis là, je fais rien. Mes enfants étaient en bas âge. Je me suis dit, tiens, j'aimais bien les chevaux. On s'est acheté 2 chevaux. On connaissait rien aux chevaux, mais bon, on a appris sur le tas. Puis moi, ce qui me trottait dans la tête depuis longtemps, c'est je m'étais dit, un jour, je vais écrire un roman. Je vais écrire un roman. J'ai une idée. Ça m'était venu quand j'étais interne dans un séminaire en France, en Lorraine. Et j'avais toujours cette idée de roman, mais ça faisait au moins 10 ans que je l'avais dans la tête, mais pas le temps. J'avais des entreprises, j'étais pris, et puis bon... Puis il y a le syndrome aussi de se dire, attendez, je suis pas littéraire, j'ai pas de bac, j'ai aucun niveau scolaire, oui, j'aime bien la lecture, j'aime lire et tout, mais de là à écrire un livre, quand même, c'est réservé à une élite, et pas pour moi, je suis pas capable d'écrire un livre. Donc déjà, il faut passer à travers ça, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Tu dis, OK, non, bah bon. Puis là, je me suis dit, écoute, attends, tu vas pas écrire un best-seller, tu veux pas écrire un truc comme ça, pourquoi tu veux écrire un roman? Je dis, moi, je veux laisser une trace à mes enfants. Je dis, moi, j'ai vécu dans ce séminaire, j'ai vécu des choses, c'est super intéressant, puis j'en ai conçu un roman qui est rigolo, c'est le fun. Je dis, je vais en faire 2 exemplaires que je vais faire relier par un relieur, puis je vais leur donner, puis je leur dis, ça, c'est moi. Le jour où je serai parti, vous aurez une trace. Quand vous lirez ce roman, vous me verrez. Parce que c'est moi. Un roman, c'est très personnel. Hein. Je veux dire, moi, j'écris parce que j'ai vécu les choses. Je ne peux pas foncièrement les inventer. Tout ce qui est là-dedans, je l'ai vécu, même si je l'ai transposé pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que j'étais pas né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, t'es pas si vieux que ça, quand même. T'es pas si vieux. Mais là, je me suis dit, je vais le faire juste pour donner ça à mes enfants. Donc, aucun souci de se dire ça va marcher ou ça va pas marcher, je veux devenir riche avec ce roman. Il n'y avait pas de notion d'argent pour une fois, c'était une entreprise que je faisais où la notion d'argent n'était pas là. La notion de succès n'était pas là non plus. J'avais envie de mettre mes tripes dans un bouquin, comme moi je le voyais, puis je le fais comme ça. Puis je l'ai écrit, et donc j'avais rien à faire. Donc je me suis fait un bureau d'écriture, je le dis en haut parce que c'était au grenier de la petite maison qu'on avait, je me suis fait faire un bureau d'écriture, puis je faisais 5 heures d'écriture par jour. Moi je prône l'écriture intuitive, au même titre que je prône le management intuitif, mon écriture est intuitive. Ça veut dire que quand j'ai mon idée, j'écris, mais je ne cherche pas à corriger ni ma grammaire, mon orthographe, ma ponctuation, ma syntaxe. C'est un brouillon, non. C'est ça, il faut sortir. Je sors. Puis, je suis très bon en orthographe et en grammaire. Quand je lisais ce que j'avais écrit, là, je me dis, mais c'est bourré de fautes, c'est n'importe quoi. On dirait, c'est quoi cette affaire? Pourtant, je sais. Mais l'idée, elle était là. Ouais. J'avais été chercher mon idée, je l'avais couchée sur le papier comme elle sortait. Ouais, ok, c'était grammaticalement, c'était pas beau et tout ça, mais l'idée, j'avais réussi à la sortir. Et ça me prenait 4 heures. 2 heures pour écrire, puis après 2 heures d'intuition, ça sortait. Je laissais ça comme ça, puis après j'allais m'occuper de mes chevaux, on allait chercher les enfants, on allait au bord de la mer et tout ça. Et le lendemain matin, je relisais ça. J'ai dit, ok, c'est mal écrit, mais l'idée, elle est là. Et là, je l'ai corrigée. Okay. Puis, au bout d'1 an, j'avais un manuscrit de 600 pages. Et je me suis dit, faut trouver un relieur. Je dis, tiens, attends, peut-être que si je l'envoie à une maison d'édition, il pourrait, je sais pas, me la relier et tout ça. Puis j'ai dit, je l'envoie à 7 maisons d'édition au Québec. Parce que dans le fond, c'est ça le principe, c'est que est-ce que c'est toi qui as littéralement écrit ça dans ces mots-là, le texte, ou c'est quelqu'un qui a comme regardé l'ensemble du croquis? Non, c'est moi.
C'est toi. Mais là, toi, quand tu avais tes 600 pages, tu as fait quoi avec ça? En fond, c'est-à-dire, j'avais un gros manuscrit. Ce que j'ai fait, je l'ai envoyé à 7 maisons d'édition. Et la plus grosse... il est droit, là? Oui, il est droit. La plus grosse maison d'édition m'a répondu. Et c'était la directrice de collection des éditions Pierre Tisser, donc Charles Tisser, la télévision, tout ça, là. Et elle m'a appelé au Nouveau-Brunswick, puis elle me dit, écoutez, vous voyez, elle dit, nous, on a décidé de publier, c'est excellent. Oh, j'ai dit, waouh, j'ai dit, vous me publiez, c'est n'importe quoi. Je dis, ah bon, quoi? Ben, oui, c'est excellent, mais par contre, 620 pages pour un jeune auteur, c'est trop. Et il faudrait qu'on ait à peu près 350 pages. Mais je dis là, il me dit, ou alors vous faites 2 tomes. Ah, je dis, non, si j'ai passé 3 mois à faire la fin, là, je suis pas capable, non, je vais retravailler. J'ai retravaillé 6 mois dessus, mais j'avais une lettre d'intention, comme quoi, si c'était bon. Je comprends. Donc, j'ai pas travaillé pour rien, puis je lui ai renvoyé un nouveau manuscrit, plus péchu, j'ai enlevé les digressions philosophiques et tout, là. C'était la première version qui n'est pas cette version-là. Ça, c'est la deuxième version qui est encore plus péchue. Parce que ça, là, je vais en faire un film, on en parlera plus tard. Okay. Et donc, je l'ai fait, je lui ai envoyé. Il m'a dit, c'est bon, publie. Et il me dit, on te présente au prix du gouverneur général. Je dis, quoi? N'importe quoi. Moi, au prix du gouverneur général? Oui, on te présente. Bon, je dis, OK. Et dans l'intervalle, je déménage. J'habitais au Nouveau-Brunswick. Moi, j'habite maintenant donc, à Magog. Donc, je téléphone à Angèle. Elle me dit, mais c'est bizarre, ton numéro, on dirait un numéro de Sherbrooke. Mais je dis, je viens d'acheter une terre agricole sur le chemin des Pères à Magog. Mais elle me dit, j'habite à Magog. Je dis, Angèle, t'habites à Magog, ma directrice de collection. Tout de suite, elle m'a invité à manger, on s'est vu, elle est venue à manger chez nous et tout ça. Puis elle me dit, je te présente au prix du gouverneur, tu vas en finale. Je vais en finale. Il me dit, puis en plus, le Devoir, à ton livre, il va en sortir un article demain. Ah je dis, super. Elle me dit, non. La critique du Devoir, elle descend tous les auteurs. Hein. Les gens, là, quand tu vas lire la critique, non. Je ne veux pas que tu ailles acheter le Devoir demain. Je te l'interdis. Il faut qu'on reste dans un côté positif. Je dis, d'accord, Angèle, d'accord. Tu peux compter sur moi. Le lendemain matin, à 8h, j'étais... Ça disait quoi, finalement? C'était-tu... Elle m'avait fait une page complète dont j'ai mis un extrait ici, là. Ça, c'est l'extrait de la critique du Devoir. Elle a encensé mon bouquin. Encensé. Ce qui fait que, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis finaliste du prix du gouverneur en littérature jeunesse. Le Devoir encense mon bouquin. Tous les professeurs d'école au Canada, d'école française, en secondaire 3, vu que c'est un roman historique et les faits historiques sont vérifiés et classés, il dit donc on voit la Deuxième Guerre mondiale en secondaire 3, on le met en lecture obligatoire. J'en ai vendu 10 000. Alors que quand tu vends 800 livres au Québec, t'es best-seller. Moi, je suis rendu à 10 000 et pas loin de 11 000 parce qu'il continue à 800, t'es best-seller? Ouais, au Québec, ouais. Puis t'as fait, t'as fait 12 fois et demi ça. Là, j'arrive à pratiquement 11 000 vendus parce qu'on peut l'acheter maintenant sur savondescantons.com. Et puis on peut l'acheter, il est sur Amazon, Amazon en version e-book ou en version livre. Puis ça, c'est la version Amazon, donc tu peux l'acheter comme ça. Puis ça, là, c'est toute partie. Moi, tu me diras si ça ressemble un peu à ça, si tu comprends mon terme, mais moi, j'appelle ça des bulles de productivité. C'est toute partie de cette année sympathique-là que tu as pris pour toi, où est-ce que tu écrivais, puis que quand tu avais le flair, là, que tu sentais que ça venait, puis que tu te laissais aller, mais pas regarde, de filtre, que tu laissais tomber. Quand tu prends une année sabbatique, ou quand tu es à la retraite, qu'est-ce qui se passe? Ton temps t'appartient. Là, ton temps, tu le vends. Moi, je le vends à mon entreprise, toi, tu le vends à ton entreprise, mes employés, j'achète leur temps pour qu'ils viennent travailler. Donc, tu vends ton temps. Il arrive un moment donné, tu es en année sabbatique ou à la retraite, ton temps t'appartient à 100%, t'en fais ce que tu veux. Mais en plus, non seulement ton temps t'appartient à 100%, mais tu t'es dégagé de tous les impératifs de gestion d'une entreprise ou même du travail, si tu es employé ou quoi que ce soit, t'en as plus, là. T'en as plus. C'est toi. Donc, en plus, si tu te rapproches de ta vraie nature en méditant un peu, qu'est-ce qui se passe? Là, le sky is the limit. T'écris un bouquin, puis ça marche. Là, maintenant, je suis même plus loin. Je me suis dit, le bouquin a marché, super.
Pourquoi pas en faire un film? Pourquoi j'en ferais pas un film? C'est fou. Si j'ai réussi à être best-seller au Québec, pourquoi j'en ferais pas un film? J'ai rencontré un producteur, je ne vais pas nommer son nom, mais complètement par hasard, je l'ai rencontré, puis il me dit « Attends, tu as écrit un livre, il est best-seller au Québec, et c'est un grand producteur, c'est le plus grand au Québec, ce producteur. » Il me dit « Tu as écrit un livre, il est best-seller au Québec, et puis c'est quoi ?» Mais je lui dis « C'est ça, là. » Il m'a donné son email privé. Oh, je dis, ça regarde bien, là. Mais bon, ça fait déjà 2 ans. C'est long, hein, pour eux. Et je me suis aperçu que ça, je pensais que c'était une version cinématographique. Tu sais, c'est très, très aventure. Chaque page, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, ça se lit vite et bien, puis on rentre dedans. Mais c'est pas un scénario. Et je dis, les producteurs, il faut leur donner le scénario, parce que le scénario, c'est aussi toi qui vas transposer. Mais un scénario, c'est très technique. Là, il me reste un tiers à écrire. J'ai écrit les 2 tiers du scénario. Donc, je dirais, dans 2 mois, il va être fini. Et je vais le retourner au producteur en disant, maintenant, ça, c'est mon scénario. Voilà comment je vois les choses. Puis, après, c'est lui qui décide. Ouais, après ça, lui, il l'adapte. Je ne vais pas l'envoyer qu'à une personne. Mais c'est sûr que... le fait de scénariser, ça aussi je ne le savais pas, j'ai pris des cours de scénarisation à Sherbrooke, parce que écrire un livre, tu peux décrire une pensée par exemple, c'est facile. Je décris une pensée. Dans un scénario, tu ne peux pas décrire une pensée, il faut que l'image, elle décrive ce que tu veux faire passer. Ça ne peut pas être nébuleux, ça ne peut pas, faut que ce soit assez concret. Non. Okay. Donc c'est ça le truc, je suis là-dedans, mais la dernière entreprise pour moi qui me fait vibrer le plus, c'est ça, c'est-à-dire ok, je fais un scénario, ok, le livre a marché, maintenant il faut que je trouve un producteur, puis j'ai déjà mes acteurs dans la tête, hein. Moi je sais qui va jouer le rôle du chevalier, je sais qui c'est, je vois ça comme ça, je sais les jeunes, là, et tout, là j'ai tout est là, mais faut que je termine ça, puis après je lance ça dans l'univers. L'univers il en fait ce qu'il veut, hein. Après il me dit, bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave. C'est pas grave que ça marche pas. Ouais. Parce qu'au moins, tu as essayé. Tu sais, les gens qui disent, moi, j'ai toujours voulu écrire un livre. Pourquoi tu le fais pas? Oui, mais n'en parle pas. Exact. Puis moi, il y a un truc que j'ai entendu en quelque part, puis je trouve que ça fait tellement du sens, c'est que c'est sûr que si tu n'essaies jamais rien, tu pourras jamais te tromper. Fait que ceux qui disent qu'ils ont jamais d'échec, qui se trompe pas, c'est parce que c'est rien. Mais c'est sûr que celui qui est ambitieux, celui qui est réussi, celui qui est justement aujourd'hui arrive avec des projets de fou de même dans sa soixantaine quand il a fait au-dessus de 10 projets dans sa vie, c'est clairement pas celui qui se roulait le nombril, la mousse de nombril, là. C'est celui qui en a essayé, que ça l'a floppé, qui est arrivé telle affaire, ça l'a pas fonctionné non plus, puis qui s'est relevé, qui a fait quelque chose, Il a manqué sa shot plein de fois. Mais c'est comme ça que c'est réussi à faire ça. Moi, j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de mes succès. Hein. Non, c'est sûr. Je dirais un échec, c'est une leçon. Si tu regardes ça comme un échec en valeur absolue et c'est tout, non. Si tu regardes ça comme une leçon de vie, exact. Ça va te permettre justement d'orienter ton processus décisionnel, ta façon de vivre, ta façon de... Tu sais, moi, j'ai un de mes plus gros échecs, ça a été mon divorce. Donc, mais bon, ça a été quelque chose aussi qui m'a permis je me suis pas morfondu. Je sais pas si on dit ça comme ça. Non, mais en tout cas, tu t'es pas laissé abattre. J'ai appris de ça, puis je me suis dit, OK. Et voilà, quoi. Donc, on apprend plus de ses échecs que de ses succès, ça, c'est clair. C'est d'où le judo. Hein. Le judo, moi, j'ai fait du judo de compétition. J'étais bon, mais j'étais pas excellent, mais j'étais pas mauvais. J'étais entre les deux. Hein. Ouais. La chute, quand le mec me rentrait une technique en compétition, puis que c'est moi qui volais, et puis que la chute était là, je savais chuter. J'ai accepté de chuter parce que la technique était bonne. Tout ça, ça se passe en un quart de poil de seconde. Exact. Je me relève, ça veut dire que je sais chuter, donc je suis pas blessé. Tout est bien. Le gars était meilleur que moi, super. C'est un échec, mais je vais apprendre de ça. Et pourquoi le gars a pu rentrer cette technique-là ? Parce que moi, j'ai rentré une technique où j'étais pas motivé. Donc, s'il me manquait un peu de motivation, je suis rentré à 50% pour faire la technique, mais j'étais pas à 100%. Lui, le 50% qui manquait, il l'a utilisé pour m'envoyer voler. Donc après, tu te dis, la prochaine fois, soit je la rentre, soit je la rentre pas. C'est ça le judo aussi. Quand tu rentres la technique, rentre-la à fond. Parce que si tu la rentres pas à fond, là, l'autre, c'est lui qui va te contrer, puis c'est toi qui vas voler.
Même chose. Donc, arts martiaux ou aikido. Aikido, on t'attaque, tu utilises la force de l'autre. Ouais, exact. Voilà, c'est tout. Ouais. L'aïkido, c'est très subtil dans le sens où il n'y a pas de confrontation tout de suite non, violente. C'est pas des frappes. Non, faut voir un petit peu l'efficacité en situation réelle, mais Oui, mais c'est ça. Puis moi, je pense que, tu sais, les arts martiaux, c'est souvent vu un peu comme nono, là, comme si c'est trop traditionnel, pas applicable. Tu sais, les gens, quand ils vont parler de sport de combat, vont bien plus regarder la MMA ou le kickboxing. Parce que c'est vrai, effectivement, que probablement dans un cadre de situation réelle, tu as plus de chances en soi de te faire comme une autodéfense de réaction. Mais la réalité, c'est qu'il y a un autre côté dans les arts martiaux. Moi, ma mère m'a rentré là-dedans. J'avais 6 ans, je l'ai fait jusqu'à 16 ans. Puis il y a quelque chose qui, ça, là, tu peux pas apprendre. C'est pas rien qu'en apprenant à faire un gros coup de pied fort que tu peux faire ça. C'est la discipline. Le contrôle de soi, le respect des autres devant toi qui te passent leur corps pour que tu te pratiques. Ouais, parce que les projections en judo, là, puis tu sais aussi le jiu-jitsu, là, tu sais, quand tu commences à mettre ça, là, le combat au sol, tout ça, là, tu sais, pas que c'est dommageable, tu sais, tu respectes la personne devant toi, mais une grosse projection, là, t'as beau être sur des tatamis, là, ça a moyen de te shaker. Ça a moyen de... ça vibre, là, t'es capable. Là, surtout s'il rend bien sa technique, ben, le gars a mis son corps à disposition pour que toi, tu te perfectionnes. Puis toi, tu fais de même pour toi. Fait qu'il y a un partage beaucoup là-dedans. Puis ça m'a... Quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup aidé à... J'étais pas facile non plus. J'étais pas un petit droit comme ça, là, mais... Je m'en doute. Ah non, toi puis moi, on devait être loin d'être ça quand on était jeunes, là, mais c'est plus comme l'histoire de... Tu sais, tu canalises ça. Parfois, c'est bon un jeune qui a gros de l'énergie puis tout, mais il faut que tu la mettes à la bonne place. C'est clair. Ouais. C'est clair. Ben moi, ça m'a... Le côté martial, je mets le côté militaire et puis le côté aussi judo, aikido et tout ça, je mets ça tout dans le côté martial. C'est vrai, ce que tu disais, ça te donne une discipline. Ah oui. Ça te entretient physiquement, absolument. Puis il y a tout un côté philosophique derrière. Quand tu acceptes la chute, tu refuses ta mort. Je veux dire, tu acceptes la chute, donc tu acceptes de voler, mais tu sais chuter. Ça te permet de te relever en étant parfait. Donc tu acceptes ça. C'est comme un sacrifice que tu fais personnel, sachant que la technique est rentrée, la technique est bonne, tu pars, mais tu sais que tu vas te relever parce que tu sais chuter. Donc, tu as appris tout ça. Donc, c'est ça. J'ai toujours aimé cette expérience-là parce que autant c'est très concret en compétition, autant c'est très subtil aussi quand tu réfléchis que c'est un abandon qui te permet de t'en sortir vivant sans avoir une jambe ou un bras cassé. Ah, exact, c'est ça, oui, parce que c'est un aspect compétitif qui n'est pas dans la rue. Exactement. Là, tu peux l'appliquer. Mais j'en ai mis là-dedans. Si tu regardes le Chevalier des Arbres qui est lui, là... Si tu regardes le Chevalier des Arbres, c'est pas une robe de curé qu'il a, hein. C'est un hakama de Aikido. OK, je connais pas ça. C'est-à-dire que c'est comme une jupe fendue, si tu veux. OK. Et ce n'est pas un bâton de marche, c'est un jo de Aikido. Un jo, ça je connais. Voilà, c'est un jo. Ou un beau, peut-être que vous êtes... Non, un jo, vraiment. Non, ça c'est un jo, c'est un long bâton. Okay. Et ce chevalier des arbres, en fait, a été missionnaire au Japon. Il est revenu avec toutes les techniques d'aïkido, de judo, et même d'autres techniques. Même il connaît les soins par les plantes et tout ça. Donc il a une philosophie qui est totalement différente. Par contre, c'est un moine soldat. C'est-à-dire qu'il est assez ambigu dans sa façon d'aller, dans le sens où il est capable de tuer quelqu'un alors qu'il est curé. Mais c'est un curé qui n'a pas prononcé ses vœux, hein, c'est ce qu'on appelle des oblats. Donc il n'a pas prononcé ses vœux. C'est quelqu'un qui est à la recherche de son idéal, qui essaie de le trouver en étant missionnaire au Japon, qui est revenu ici, puis qui se trouve pris dans la Deuxième Guerre mondiale, là. Puis bon, je ne vais pas tout vous raconter, les aventures qui se passent dedans. Mais il va utiliser toutes ses connaissances japonaises, finalement, et martiales, pour sauver des enfants des griffes des SS, quoi. Donc ça, c'est... Donc moi, je parle de ce que je connais. Il y a des scènes là-dedans, c'est des scènes de Aikido. C'est parce que je l'ai fait, je l'ai pratiqué, je peux la décrire. Si un jour on fait un film... j'aurais pas besoin d'un conseiller en Aikido. Je lui dis, OK, t'as juste à faire ça. Bon, il y aura peut-être un cascadeur qui le fera, mais c'est comme ça que je le voyais, tu sais. Puis, ouais, tu vas lui mettre un hakama. Moi, mon rêve, là, c'est que le réalisateur soit là, puis que je sois à côté.
mais je dis rien. Mais qui me disent, hé Laurent, comment tu verrais cette scène-là? Ben, je dis, moi, je verrais ça comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, ok, c'est bon, ou alors non, c'est pas bon. Mais ok, d'accord, je vais prendre ton avis, tu vois. Ça, pour moi, ça serait... Moi, le rêve de ma vie, ça serait de voir ça sur un grand écran. Ou une série, j'accepte une série. Une série, ça passerait. Je suis prêt à faire des compromis là-dessus. Ouais, non mais... Ben, c'est ça, mais pour te rendre là, c'est ça, faut que tu oses essayer. Faut que tu oses te lancer. Faut pas que tes peurs puis tes émotions t'empêchent. Exactement. Puis, mais c'est ça, bref, c'est que pour arriver à des projets fous, flyés, même comme que tu as avec l'écriture de ton livre, puis de le scénariser, puis de le mettre sur un film, c'est ça, je pense qu'il faut retenir, puis que je pense que tu essaies de m'expliquer, c'est ça, c'est faut que tu te lances. Faut que tu t'équipes pour être capable de te lancer, de rester rationnel, puis que tu essaies des choses, puis que tu te plantes, bref, mais c'est pas grave. Tu continues à te relever, puis en essayant, ben c'est là que tu finis par mettre au monde des belles choses comme ça. Là. Bah, c'est clair. En fait, la première chose, comme on en a parlé aujourd'hui, c'est de maîtriser tes peurs, puis de se dire, bah, écoute, j'y vais. J'y vais. De toute manière, si tu le fais pas, tu vas te le reprocher. Tu vas dire, ah bah tiens, si j'avais su... Non, vas-y, fais-le. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça marche pas. Ben, ça marche pas, mais au moins, tu as essayé. Ouais. Donc, tu n'auras aucun regret. Aucun regret. Parce que tu as essayé. Donc, en fait, maintenant, si on résume un petit peu ce premier podcast... C'est super bien passé. En passant, comment tu as trouvé ça, brisé à glace comme moi, ça? j'ai trouvé ça super pour un premier podcast. Donc, il y en aura d'autres, probablement un par mois. Alors, ça sera toujours sur des sujets qui seront un petit peu afférents comme ça, sur beaucoup mon expérience. Je ferai venir des gens ou pas, ça dépendra. Là. Merci Joël, en tout cas, de t'être prêté au jeu, parce que moi, ça me prenait un jeune entrepreneur, ben, j'en ai un. Donc ça, c'est super. Donc évidemment, tout ce podcast, Itinéraire d'un passeur de savon, ça va se transformer aussi en un livre. C'est mon prochain livre que j'ai commencé d'écrire. Donc tout ce dont je vous parle, la philosophie qu'il y a derrière, et puis les expériences qui m'ont permis je dirais, d'arriver où j'en suis, puis d'avoir tout mon parcours, ben, ça va être dans ce podcast. Ça, vous le retrouverez sur tous les réseaux sociaux, sur tous les médias possibles et imaginables, sous le titre Itinéraire d'un passeur de savon. Évidemment, si vous voulez vous procurer le livre, si jamais il y a un producteur qui est intéressé, puis que j'en ai vendu 100 000, ça risque de beaucoup l'intéresser. Donc, vous pouvez l'acheter soit en ligne sur Amazon, ou alors carrément sur savondescantons.com. Il est en vente là-dessus. Sur Savon des Cantons, je vous le dédicace, puis vous aurez peut-être le plaisir, un jour, de vous dire, moi, j'ai acheté son livre, et il a réussi à faire un film, et je vais aller le voir. Hein? C'est pas rien. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Donc merci Joël, merci à l'équipe, et puis on se revoit bientôt, probablement le mois prochain, pour un autre épisode d'Itinéraire d'un passeur de savon.